Pourquoi, selon toi, le digital est plus qu'un simple secteur, tu vois, d'activité? Je pense que oui, c'est au-delà d'être un secteur. C'est, comme on dit, comme on l'a dit récemment, c'est vraiment un levier de transformation et de développement. Parce que c'est un secteur en tant que canal, en tant que moyen, en tant que finalité, qui permet de pouvoir accélérer plusieurs choses. Le gros push qu'il y a eu dans l'économie digitale a commencé avec le Covid. On a tous dû s'adapter. On est déjà toujours en décalage, mais on vit le monde selon l'agenda des autres. Il est important, il est capital de pouvoir très rapidement mettre en place une vision globale dans ce sens-là. Jean-Louis Baka, merci d'avoir accepté notre invitation. Bani, merci beaucoup pour l'invitation. Tu es ingénieur, entrepreneur, éducateur et surtout passionné par l'impact que peut avoir le digital sur notre société. Donc, bienvenue sur Bani Talks. Aujourd'hui, nous allons parler de transformation digitale, d'intelligence artificielle, de formation, de politique publique et du rôle du citoyen dans ce nouveau monde qui s'ouvre à nous. Et donc, pour commencer très vite, je vais entrer directement dans le vif du sujet parce que, Très bien. parce que le sujet, en fait, il me brûle sur les lèvres. C'est un sujet à la fois très passionnant, mais c'est vraiment les sujets du moment. Et donc, pour commencer, pourquoi, selon toi, le digital est plus qu'un simple secteur, tu vois, d'activité, mais qui est aujourd'hui un véritable levier de transformation pour la RDC? Je pense que c'est une excellente question, très large, n'est-ce pas? Je pense que oui, c'est au-delà d'être un secteur, c'est comme on dit, comme on l'a dit récemment, c'est vraiment un levier de transformation et de développement. Parce que c'est un secteur en tant que canal, en tant que moyen, en tant que finalité, qui permet de pouvoir accélérer plusieurs choses, qui touche à plusieurs secteurs. Avec le digital, on peut toucher à l'éducation, aux finances, à la gouvernance, à l'économie de façon générale et en offrant des nouveaux moyens pour pouvoir interagir avec ces différents secteurs. Et ces moyens-là peuvent permettre peut-être de décupler les impacts que l'on peut avoir face à ces secteurs. Donc, c'est vraiment un moyen, une finalité et vraiment une nouvelle façon de pouvoir faire des choses. Mais dans cette définition même que tu viens de donner un peu tu parles déjà un peu d'une économie digitale. C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de l'économie digitale en RDC? Je pense que oui, on peut en parler, même si quand on la compare à ce qui se fait dans le monde, ou quand on regarde un peu plus près en Afrique, c'est clair que ce qui se fait chez nous est encore très balbutiant, naissant, mais je pense que ces dernières années, on a fait des progrès énormes dans, dans cette économie digitale. Notamment, j'ai l'impression que quand je regarde un peu ces 10 dernières années, le gros push qu'il y a eu dans l'économie digitale a commencé avec le Covid. Parce que durant cette période-là, je pense que on a tous dû s'adapter, n'est-ce pas? Les gens qui avaient l'habitude de travailler d'une certaine façon en face-to-face ont dû s'adapter et commencer à utiliser de la visio. Les entreprises qui avaient l'habitude par exemple, de livraison de nourriture, qui avaient l'habitude de le faire d'une certaine façon par téléphone, ont commencé à pousser leurs services sur WhatsApp. Et même finalement, beaucoup de restaurants n'avaient pas, si je prends l'exemple des restaurants, n'avaient pas s'attendaient à ce que leurs clients viennent au sein de leur institution, Exactement. donc emplacement physique, pour pouvoir consommer leurs produits. Alors que maintenant, on voit que la majorité des restaurants, par exemple, offrent des services de livraison exactement. où on peut commander à distance. Et on le voit aussi avec l'avancée, la naissance et l'avancée de services tels que Yango, tels que Topuka, Exactement.
et aussi les différentes euh, politiques qui sont mises en place Mm. dans l'écosystème pour accompagner ces avancées-là. Mm. Oui, c'est naissant, encore en deçà de ce qui se fait C'est- ailleurs, Exactement. mais je pense que on peut quelque part être optimiste de Mm. la trajectoire des choses, en Mm. fait. Mais parce qu'on Mhm, parle d'ailleurs, mhm, qu'est-ce qui explique un peu ce retard? Est-ce que c'est un retard que nous connaissons en RDC mhm. seulement ou c'est un contexte africain ou c'est un contexte mondial de certaines parties du monde? Et voilà. Moi, je veux comprendre un peu Mhm. si déjà c'est un contexte partagé avec d'autres endroits en Afrique et qu'est-ce qui explique un peu ce retard que nous avons pris? Moi, je dirais, de mon point de vue, en tout cas sur base des informations que j'ai, Mm. c'est clair que quand on regarde un peu plus au nord, n'est-ce Bien pas, sûr. en Occident, ce sont ces pays-là qui innovent dans ces secteurs-là, et Mm. donc c'est tout à fait normal que ces pays puissent être plus en avance par Mm. rapport à nous, Mm. parce que c'est eux qui y mettent beaucoup de ressources en termes de recherche, en termes de développement, et qui finalement sont les premiers dans l'adoption de tout ce qui est, de tout ce qui est digital. Mm. Donc, ça fait que quelque part, le reste du monde subit en fait l'agenda Mm. des autres. Et c'est ça qui explique, dans une certaine partie, le décalage qu'il y a dans l'adoption en Mm. fait, Mm. de cette digitalisation. Mais quand on regarde un peu plus près le Congo, chez nous, je dirais c'est aussi finalement de façon générale, de façon structurelle. euh, on n'a peut-être pas les ressources financières, humaines nécessaires pour pouvoir pousser dans ce sens-là. Oui. Mais aussi, on manque peut-être d'une vision globale qui permettrait de développer ce secteur de façon proactive, mais pas seulement en réaction Mm. à ce qui se fait ailleurs. Et quand tu parles de nous, tu parles de la RDC Je ou de parle, je parle de l'Afrique la en... RDC. Ok, Je pense qu'il y a certains champions africains qui bien sont beaucoup sûr. plus avancés que nous. Exactement. On connaît le Kenya, on Mm. connaît le Nigeria, Nigeria, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud. l'Afrique du Sud, Mm. qui sont beaucoup plus avancés Mm. par rapport à nous. Mais les avancées que l'on a eues ces dernières années nous poussent dans la bonne direction. Donc c'est déjà un positif, mais je pense qu'il faudrait peut-être avoir une approche globale, déjà en termes de politique publique, peut-être. Mm. Pas dans le sens d'une régularisation Oui. de ce secteur, Mm. mais plutôt dans des politiques d'encouragement et de promotion de ce secteur, en Mm. fait. Parce que si on subit ce qui vient d'ailleurs, on est déjà toujours en Bien décalage, sûr. mais on vit le monde selon l'agenda des autres. Mm. Et donc ça, c'est très important de pouvoir le faire. Et on le voit aujourd'hui, les leaders dans tout ce qui est digital aujourd'hui, et notamment dans l'intelligence artificielle, ce sont les Bien États-Unis, sûr. c'est la Chine, Mm. et on voit un peu tout le monde en train de subir. Et donc Mm. si, par exemple, l'Europe aujourd'hui est en train de subir sur tout ce qui est digital Bien et sûr. intelligence artificielle, Exactement. imagine où est-ce que nous, on Nous, se trouve en fait sur cette sur échelle-là. cette échelle-là, Ouais. quoi. Mm. Et donc, il est important, il est capital de pouvoir très rapidement mettre en place une vision globale dans ce sens-là et euh, de pouvoir Ouais. nous-mêmes, quelque part, dicter notre propre Bien sûr. agenda, quoi. Bien Mhm. sûr. Quand on entend parler, on comprend que de façon évidente, il y a des Mhm. politiques qui vont entrer, qui vont entrer en jeu. Et on va en parler peut-être un peu plus tard. Mhm. Mais avant d'y aller, je veux comprendre, Jean-Louis, Mhm. pourquoi le digital, pourquoi le numérique, pourquoi la technologie, Mhm. pourquoi Jean-Louis a décidé de se retrouver dans cette Ah, pourquoi industrie ce Jean-Louis? et non pas dans Exactement. toute autre industrie. Donc, qui es-tu? Mhm. Voilà, je voudrais que tu nous dises un peu qui tu es, un peu d'où tu viens, pour qu'on Mhm. on se rende compte que de façon naturelle, comment tu t'es retrouvé dans cet espace du digital, de la technologie, du numérique. Alors, d'où est-ce que je viens? Alors, moi, je suis originaire du Katanga. Euh, du Lualaba, Mm. de façon plus précise. Je suis né à Kolwezi. Donc, j'ai fait une partie de ma scolarité à Lubumbashi. Ok. Euh, donc, j'ai quitté Kolwezi quand j'avais, je pense, 3 ans. Et donc, fils d'un père ingénieur Mm. des mines. Ah oui. Naturellement, bien sûr, Quand même.
dans le Katanga. Ouais, ouais. Et ensuite, à un moment, je suis venu à Kinshasa pour finir ma scolarité secondaire parce que mon père était en poste ici à Kinshasa. Mm. Et de façon un peu, disons, traditionnelle dans la famille, Mm. on a tous fait des études à l'étranger. Et Ouais. donc, je pense que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est informatique par les jeux vidéo. Ok. Je pense qu'on a tous Ouais, des ouais. souvenirs de notre enfance où Mm. on passait des week-ends à jouer à la Bien PlayStation sûr. ou à la Game Boy ou à Mm. toute autre console jeux Bien vidéo. sûr. Et donc, je pense que c'est là qu'est venue l'envie de pouvoir me lancer dans le digital. Ok. Et puis, de par aussi quelques cours que j'ai eu à prendre à l'école, au secondaire, je pense que j'ai eu mes premiers cours de programmation au secondaire. Et donc, lorsque je me suis retrouvé en Angleterre pour mes études, pour, pour y faire mes études universitaires, Ouais. j'ai choisi de faire sciences informatiques. Ok. Et donc, c'est ça que j'ai fait en Angleterre. Donc, je suis détenteur d'un master en sciences informatiques. Et, euh, et donc, voilà, je pense que c'est vraiment une combinaison. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de me lancer dans ce secteur-là? C'est une combinaison finalement de ce que j'ai eu à vivre dans mon enfance, mais c'est aussi le fait de voir certaines grandes personnalités de ce secteur-là, ce Mm. qu'elles ont pu faire d'impactant et Mm. de transformatif dans le monde qui, lorsque je voyais ces personnes-là, je me disais, oui, D'être comme j'ai eux. envie d'être comme elles. Ouais. Et donc, c'est ça, je me suis retrouvé à faire sciences informatiques en Angleterre. J'y ai travaillé pendant un an en tant qu'ingénieur développeur pour une entreprise qui s'appelle Schlumberger. Et c'est là vraiment que, en partant de la théorie que j'ai pu apprendre à l'université, en allant dans cette expérience professionnelle euh, que j'ai encore plus eu le goût de me lancer Ouais. dans ce secteur. Le fait de Mm. pouvoir construire des, euh, des choses réelles, des solutions réelles qui apportent des réponses à des challenges d'entreprise ou des challenges qui sont liés à la société. Euh, c'est ça qui me passionne Ouais. aujourd'hui. Mm. Et c'est ça que quelque part aujourd'hui, que je fais avec mes collaborateurs et associés au sein de la KDA Academy et de KDA Software, où KDA Software, on développe des logiciels. KDA Academy, on forme des développeurs, des spécialistes en marketing digital, on forme des jeunes aux compétences numériques fondamentales. Mm. Le tout dans le but d'apporter des réponses concrètes à notre niveau, quoi. Sûr. Le déficit de compétences Mm. qu'il y a dans l'environnement, mais aussi le déficit de solutions à nos problèmes Bien sûr. réels. Mm. Et oui, dans ça, on se rend compte que le digital, c'est un moyen qui peut nous permettre de résoudre certains de nos problèmes. Mm. Et je pense que c'est ça qui me passionne et c'est ça qui m'a poussé à- qui me pousse à continuer à investir dans ce secteur et à Exactement. m'investir personnellement dans ce secteur, quoi. Exactement. Ouais. Donc, au-delà d'être ingénieur, technicien, Mhm. tu es aussi formateur. C'est-à-dire que tu as Je- choisi aussi C'est ça. de passer un peu le bâton. Et quand on parle de formateur, ça veut dire Mhm. que tu prépares la jeunesse à ce monde de Exactement. demain. Oui. Alors, à ton avis, qu'est-ce qui manque à l'écosystème éducatif aujourd'hui Mhm. en RDC? Parce que tu fais déjà ça avec la KDA dans la formation. Mhm. Qu'est-ce qui manque à l'écosystème aujourd'hui, à l'écosystème éducatif, pour Mhm. préparer les jeunes au métier du futur? Alors, ce qui manque aujourd'hui à l'écosystème, c'est déjà une adéquation, besoin de l'écosystème et accompagnement. Et je vais illustrer ça par un exemple. Et cet exemple, c'est comment est-ce qu'on est finalement arrivé à faire cette académie. Oui. Donc, après mon passage en Angleterre, je suis revenu au Congo en 2013. Mm.
Et immédiatement, j'ai travaillé pour une entreprise de logistique en tant que responsable informatique. Mais très rapidement, je me suis retrouvé avec d'autres personnes que je connaissais à faire face à certains problèmes dans l'écosystème, dans notre environnement, qui, quand on regarde un peu plus au nord, étaient résolus, mais qui ici Exactement. n'étaient pas résolus, quoi. Ouais. Par exemple, le simple fait de pouvoir trouver une maison où habiter, alors que à l'époque, il n'y avait pas de plateforme dans l'immobilier. C'était très compliqué de pouvoir trouver une maison. Il fallait passer par un Les commissionnaires, commissionnaire et ouais. bon, on connaît les aléas. Exactement. On Ouais. peut te balader dans Bien tous les sûr. sens et te présenter des biens qui ne vont pas dans ce que tu Parce que tu recherches. cherches. Et donc là, à cette époque, on a décidé de lancer une solution qui essaie de répondre à ce besoin-là. Mais bon, on n'a pas eu l'impact que l'on voulait, que l'on recherchait, de par déjà l'adoption du numérique à Kinshasa et au Congo en général, mais aussi dans le fait d'avoir des gens qui pouvaient nous aider à développer cette plateforme-là. Et quelques années plus tard, avec cette première solution qu'on a lancée, on s'est retrouvé dans une compétition de start-up. Là, on a vu que cette compétition-là avait pour objectif au fait de pouvoir promouvoir le digital. Et donc, on s'est dit, oui, ça pourrait nous aider à faire avancer l'écosystème. Ouais. Et donc, on a lancé une autre activité de promotion du digital. Et dans cette activité de promotion du digital, on a vu qu'il y avait des entreprises, des grandes entreprises, en tout cas des grandes PME aussi, qui avaient besoin de solutions digitales, mais qui n'arrivaient pas à trouver des solutions appropriées. À chaque fois, il fallait prendre des solutions qui venaient d'ailleurs et essayer de les adopter, mais ces solutions-là ils n'arrivaient pas à répondre à leurs besoins de façon spécifique. Et aussi, lorsqu'ils décidaient de travailler avec des entreprises congolaises, même pas des entreprises congolaises, mais plutôt avec des entrepreneurs individuels congolais, Ouais. ils avaient toujours des très mauvaises expériences, en Ouais. fait. Voilà, la personne qui créait ton logiciel, mais après qui disparaissait. Bref, on a vu qu'il y avait un besoin de pouvoir quelque part professionnaliser les choses. Et donc, c'est là qu'on lance la KDA Software, une agence de développement de logiciels, avec pour objectif d'accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. Donc, vous commencez par la KDA Software. On commence par la KDA Software pour accompagner les entreprises. Et là aussi, on y va avec une grosse ambition parce qu'on veut devenir les meilleurs dans le développement de logiciels en RDC, en Afrique. Mais très rapidement, on se rend compte que pour le faire, bien sûr, on a besoin de compétences humaines, compétentes, des personnes qui sont formées aux dernières technologies, qui permettent de répondre aux besoins des entreprises. Et là, on n'arrive pas à trouver des gens qui vont nous permettre de faire ça. Et c'est là que on revient vers les entreprises que l'on avait identifiées qui avaient des besoins. Elles aussi nous disent qu'en fait, oui, on a, au-delà des solutions dont on a besoin aussi de personnes compétentes. Et c'est là qu'on fait 1 plus 1 et on arrive à se dire, mais en fait, c'est une bonne opportunité de pouvoir lancer une institution de formation, KDA Academy, qui va bien sûr former des développeurs que l'on pourra prendre pour nous, pour apporter des solutions aux entreprises de notre écosystème, mais aussi que l'on pourra placer dans les entreprises qui ont exprimé le besoin, en fait. Et donc, c'est là que... donc voilà, c'est une longue histoire, bien sûr, qui a commencé à mon retour et qui continue jusque maintenant. Je dirais c'est le fait d'identifier les opportunités, d'être à l'affût des opportunités et de lancer quelque chose. Mais alors, ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, ça veut dire que à la fois vous vous rendez compte, moi je suis vraiment bloqué à la partie où vous vous rendez compte qu'il n'y a pas
il y a du talent, mais qui n'est pas peut-être Exactement, ouais, c'est ça. voilà, Qui n'est pas bien qui n'est pas accompagné. accompagné. C'est ça, ouais. Alors, selon toi, est-ce que tu penses qu'on devrait avoir l'informatique ou le digital ou le numérique, si tu veux, de façon accélérée à partir de quel niveau scolaire? À l'école primaire, à l'école secondaire ou à l'université? Euh, je dirais à partir de le plus tôt possible, mais tout en prenant en considération les conséquences que ça peut avoir sur l'apprentissage euh, euh, des jeunes ou d'un enfant. Mais bon, Mm. quand on regarde un peu, si on doit se baser sur ce qui se fait dans les autres pays, je pense que on part digital dès le primaire, Mm. en Bien tout cas sûr. dès qu'un être humain s'est un peu formé, disons, de façon cognitive. Je pense qu'il faut introduire très rapidement le digital parce que Mm. c'est un moyen d'apprentissage, d'accélération de l'apprentissage. Et quand on regarde ce qui s'est fait dans certains pays, c'est qu'on a introduit l'utilisation des tablettes très Très tôt tôt. dans l'éducation. Et donc, avec l'utilisation des tablettes, on a l'apprentissage adaptatif Mm. qui peut s'adapter à la performance de la personne ou de Mm. l'enfant, ce qui permet peut-être d'arriver à l'acquisition de savoir et de compétences peut-être un peu plus rapidement. Bah, c'est vrai qu'il y a une certaine nuance dans tout ça où Bien sûr. certains pays ont commencé à réduire un peu Ah oui. l'exposition au digital, mais je pense il faut le digital, mais de façon mesurée, bien sûr. Mais au fait, il faut qu'on ait le digital le plus tôt possible dans l'éducation, dans l'accompagnement des enfants. Mais quand on regarde ce qui se fait dans nos pays, dans notre pays plutôt, bien sûr, le fossé est en train de se creuser, quoi. Mm. Et ça, il faut réagir le plus rapidement possible, quoi. Mm. Mais quand tu parles du plus tôt, Mhm. quel niveau pour toi serait les plus tôt? Et ça serait, je sais pas, l'école maternelle et tout? Non, Ou ça serait l'école j'irai pas à primaire? l'école maternelle, je pense pas. J'irai Je peut-être sais qu'il y a déjà début primaire, l'école exactement. primaire, parce que je Oui, sais c'est qu'il y a ça. déjà des formations un peu des développements pour les enfants Exactement, à un oui, c'est certain ça. niveau. Exactement, ouais. Et donc, moi, je me dis, l'école primaire serait... Ouais, je dirais l'école primaire. Je dirais OK. l'école primaire parce Mm. que il faut, il faut éviter aussi avec le digital certains effets nocifs qu'il peut y avoir si ce n'est pas bien encadré. Il y a Mm. certaines études qui montrent, par exemple, un certain un ralentissement dans le développement du langage si on expose trop tôt les enfants aux téléphones portables, aux tablettes, Mm. mais à partir Mm. d'un certain moment, lorsque c'est bien encadré Bien sûr. dans un objectif bien spécifique, Mm. là, oui, je pense qu'il y a des effets qui sont multiplicateurs Mm. par rapport à la qualité de l'éducation, par rapport à la qualité de l'accompagnement que l'on peut donner à une personne. Mm. Donc, ça Mm. doit être encadré Exactement. pour que Pour que ce soit ce soit positif, oui, c'est OK, ça. Voilà. exactement. Le digital ou le Mhm. numérique n'est pas simplement un métier pour toi, c'est Mhm. aussi une passion. Exactement, ouais. En t'entendant parler et quand je vois ton parcours, je comprends qu'il y a une grande passion Mhm. derrière. Et je suis sûr que tu es en train de suivre également l'évolution de l'intelligence artificielle Absolument. Mhm. actuellement. Est-ce que tu penses qu'en RDC, on devrait prendre cette évolution au sérieux? Oui, absolument. On devrait penser ça. Et euh, le développement de l'intelligence artificielle est quelque chose qui a commencé depuis très longtemps. Mm. Et aujourd'hui, oui, il y a un buzz sur les IA génératives, Mm. mais j'ai l'impression que depuis que ce qu'on appelle la computation, donc la science qui s'occupe de regarder comment est-ce qu'on peut mettre en place des calculs pour, disons, automatiser Mm. certains processus a commencé. Et ça, on peut remonter jusqu'à 1800 quelque chose. Mm. Je pense que les êtres humains ont toujours voulu créer des machines intelligentes. Mm. Et oui, on a le dernier buzz sur les IA génératives qui ont commencé, mais quand on regarde, les autres pays ont investi fortement dans ce secteur et ça donne les résultats que l'on a aujourd'hui. Mm. Et pour la petite histoire, moi, lorsque j'ai étudié en Angleterre, pour ma thèse de bachelor
et de master. J'ai fait ces deux thèses-là sur l'intelligence artificielle. Ok. Ouais. Ouais. Mais à l'époque, c'est vrai que l'IA était plutôt un sujet de recherche, Hmm. mais qu'on le retrouvait quand même déjà dans certaines applications, mais il fallait euh, se lancer dans la recherche pour pouvoir utiliser et créer des produits qui utilisent l'intelligence Ouais, artificielle. ouais. Mais maintenant, avec les IA génératives, c'est à portée de main, notamment avec ChatGPT Hmm. et les autres outils. C'est des choses qui sont maintenant Hmm. à portée de main. Là encore, on en revient à l'idée de se dire, on est en train d'utiliser ce qui se fait ailleurs. Le résultat d'une vision à long terme, le résultat d'un investissement qui se fait ailleurs avec des paradigmes d'utilisation qui sont conçus ailleurs, avec une vision qui vient d'ailleurs, que l'on prend chez nous, Hmm. toujours en décalage. Exactement. Euh, Exactement. euh, et, euh, et là encore, on devrait pouvoir se placer pour guider, prendre cet agenda Hmm. en main parce Hmm. que tout ce qui est IA générative a le potentiel de pouvoir disrupter au fait Bien sûr. Toute l'environnement, que ce l'industrie. soit le travail, l'éducation et tous Hmm. les autres secteurs. Hmm. D'ailleurs, c'est ce que moi je voulais un peu voir avec Mhm, toi. Selon toi, quels sont les risques? mhm. Après, quand on parle de risques, ça serait aussi bien toujours des parts d'opportunités parce que Absolument, ouais. c'est deux réalités qui vont toujours ensemble. Absolument. Mhm, Alors, selon toi, alors, quels sont les risques et les opportunités que cette IA représente mhm, dans notre société d'aujourd'hui? mhm. Et quand je parle de ça, je voulais que tu m'en parles en même temps en termes d'emploi, d'éducation, en termes de gouvernance. Très bien. Alors déjà, l'IA, c'est quoi d'abord? Hmm. L'idée de l'IA, en gros, si je peux définir ça, c'est des mécanismes que l'on a mis en place pour que les machines puissent imiter l'intelligence de l'être humain, Hmm. c'est-à-dire la perception, la résolution des problèmes, Hmm. la créativité, la perception sensorielle, Hmm. n'est-ce pas? Et on voit avec les IA génératives que on a là maintenant aussi la possibilité de pouvoir générer du texte, des images, des vidéos, comme le ferait un être humain. Et plus Donc, même d'ailleurs. plus même, exactement. Ouais. Et donc là, quand on a ce tableau, on peut voir des opportunités. Les opportunités, ça veut dire qu'on peut faire euh, plus avec ce que l'on a. Hmm. Donc, on peut être beaucoup plus productif dans son travail, on peut mieux accompagner les gens dans leur éducation. Donc, il y a certaines parties des métiers qui existent qui peuvent être améliorés, Hmm. dont la productivité peut être augmentée et même finalement décuplée. Hmm. Donc là, en fait, on a un élément très positif au fait des IA et Oui, particulièrement des IA génératives. générative. Parce que si dans leur nature, ces IA permettent quelque part de réduire, en tout cas de donner aux IA la partie du travail qui est souvent une partie qui est répétitive, Hmm. presque mécanique. Et finalement, l'être humain peut faire des choses qui sont beaucoup plus satisfaisantes pour elle, Hmm. c'est-à-dire des travaux un peu plus créatifs. Ouais, Mais c'est vrai que l'on voit avec l'IA génératif euh, que ça pousse un peu aussi dans la donc, créativité bien qui, à sûr, l'époque, était, on la voyait juste pour l'être exactement. humain, on la voit maintenant on voit que la machine Hmm. arrive à le faire. Hmm. Mais moi, je le vois comme une capacité de pouvoir décupler, en fait, décupler la productivité, la possibilité que quand je reçois un problème ou que je dois résoudre un problème, je peux le faire de façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus qualitative, Hmm. je peux être beaucoup plus productif avec cela. Hmm. Donc, cette capacité que l'IA a de pouvoir remplacer ou en tout cas améliorer une partie de certains métiers,
on va voir aussi que finalement, que ça va peut-être aussi remplacer certains métiers. Voilà, ça, c'est la réalité qu'on Que n'aime ça pas va entendre. remplacer certains métiers, Mm. mais je n'aime pas me concentrer sur cela parce que j'ai l'impression que quand on regarde l'histoire, les différentes révolutions industrielles que l'on a eues, on a dit que quand on a eu la machine à vapeur, la locomotive, on voyait les Ouais, chevaux ont été remplacés et que finalement le métier de cocher ouais, elle allait disparaître. allait disparaître. Mais le cocher a été remplacé par le chauffeur qui est Ouais, devenu exactement. conducteur de locomotive Mm. et ainsi de suite. Donc j'ai Ouais. l'impression que oui, chaque disparition de métier Oh, donne naissance à la création de des nouveaux nouveaux métiers. métiers. Mm. Quand ce métier-là est totalement remplacé et quand un métier n'est pas totalement remplacé, il y a une augmentation de productivité Mm. qui se fait. Et donc là, sur ça, moi, je reste Très très optimiste. positif, Mm. très enthousiaste par rapport à tout ça. Mais ça veut dire aussi que qu'il y aura beaucoup de ch qu'il y a ou qu'il y aura il y aura beaucoup de changements Oui, et donc il ça c'est faudra, sûr. s'adapter. Il faudra que l'on puisse, s'adapter pour faire face à tous ces changements-là, pour qu'on ne puisse pas, rester, Mm. en arrière. Donc là, Exactement. c'est de pouvoir adapter notre système d'éducation, adapter notre façon de travailler, Mm. heu adapter, nos politiques publiques pour pouvoir anticiper, les disruptions qui vont se faire, Mm. qui sont déjà Mm. en marche, en Mm. fait. Et moi, j'aime bien une phrase sur laquelle je suis tombé, il y a quelques années, c'est, pour la majorité des métiers, Mm. l'intelligence artificielle ne va pas vous remplacer, mais une personne qui utilise L'intelligence l'intelligence artificielle va artificielle vous va remplacer. vous remplacer. Et donc, il faudrait que tout le monde puisse utiliser cet outil-là. C'est comme si Mm. aujourd'hui, je décidais de travailler sans électricité. Ça n'a pas de sens. Bien Ou je sûr. décidais de travailler sans ordinateur. La personne qui a un Ça, ordinateur il va faire le va travail. faire plus que moi. Exactement. La personne qui a l'électricité, dans son environnement de travail va faire plus que moi. Mm. Je pense qu'il faudrait que l'on puisse voir l'intelligence artificielle comme, l'électricité de ce siècle, en fait. C'est ça, Exactement. absolument. Mais de façon pratique, vraiment de façon pragmatique, qu'est-ce Mmh qu'un Congolais lambda devrait faire pour se préparer dès mh. maintenant Mmh. à cet avènement Bon, il est déjà là, mais Ouais, il n'a pas exactement. encore vraiment pris avec les griffes notre réalité. Qu'est-ce qu'un Congolais devrait faire aujourd'hui pour se préparer à ça? Bah, déjà en tant qu'individu, c'est de se former. Il y a des Ok. ressources qui sont là. Je pense que, heu, nombreux sont, les Congolais qui ont accès à internet. Mm. Même si, encore une fois, si on fait une parenthèse, le taux d'accès à internet C'est sûr. n'est pas aussi élevé que Mm. ce qui se fait dans les autres pays ou dans le Exactement. monde. Mais je pense qu'on est quand même, de plus en plus nombreux à accéder à internet et donc à avoir accès aux connaissances, aux ressources d'apprentissage. Et Mm. pour ça, déjà, il faut, se former et internet, YouTube, les autres plateformes d'apprentissage regorgent de ressources qui permettent de pouvoir prendre en main, ces ressources Mm. et de voir et les utiliser dans son quotidien, dans son travail, dans sa vie, pour être plus productif, pour, fournir des livrables beaucoup plus, qualitatifs. Et donc oui, chacun, aujourd'hui, je Mm. pense, a, les moyens de pouvoir se former pour prendre en main ces IA, génératives. Mm. Et comme je le disais, plus tôt, de façon beaucoup plus, globale aussi, nos dirigeants doivent prendre en compte, cette Cette, disruption-là pour préparer, l'éducation, le changement de l'éducation, de l'accompagnement que l'on apporte à nos jeunes, en prenant en considération ces changements-là, mm. quoi. Parce qu'avec les IA, on arrive à produire beaucoup de choses, on arrive à être très, à arriver à un résultat sur plusieurs choses, de Mm. façon beaucoup plus rapide. Et
parfois, en fait, et en fait, plutôt, ça demande, en fait, le besoin d'orienter l'éducation dans le fait aussi de développer fortement son esprit critique. Exactement. Parce qu'un outil comme ChatGPT, à qui on va soumettre un prompt ou une instruction ou une demande, va nous produire un certain résultat. Mais ce résultat-là, on doit pouvoir quelque part l'évaluer, le modifier pour être sûr que on n'est pas juste en train d'utiliser des choses qu'on ne comprend pas. Et cela suppose le développement d'un esprit critique par rapport à ce qui est produit par l'IA. Et ça, c'est souvent un des points faibles au fait, de notre système éducatif qui doit s'adapter par rapport à cela. Et donc, à ce niveau-là, il faudrait que nos dirigeants puissent adapter par rapport à l'utilisation. Là, on est vraiment à un niveau d'utilisation et d'accompagnement des jeunes à l'utilisation de ces outils. Mais il faut aussi que l'on puisse investir, penser à investir dans la recherche des IA et pas seulement utiliser ce qui vient d'ailleurs, mais cela se planifie. Exactement. Comme je le disais, les États-Unis, la Chine investissent beaucoup, des milliards et des milliards de dollars, et ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'ils le font. Donc il faut que l'on puisse aussi se mettre dans ça pour que l'on puisse utiliser ces IA de la façon avec le plus d'impact possible, Bien sûr. mais aussi de la façon la plus responsable possible, parce que il y a certains dangers dans les fake news, Bien sûr. Exactement. et tout le reste. Donc, il faut pas rater le coche sur ça. Exactement. Est-ce que vous l'avez déjà intégré dans votre programme au niveau de formation de la KDA? Écoute, on l'a intégré. Déjà, je le vois, quand je vois intégration, je le vois de deux façons. Je le vois dans notre travail au quotidien en tant qu'académie. Oui. Comment est-ce qu'on peut mieux faire notre travail de formation pour permettre aux apprenants, aux personnes que l'on accompagne, de pouvoir acquérir des savoirs et des compétences pour lesquels ils viennent chez nous. Bien sûr. Pour lesquels ils nous ont choisis. Et donc là, oui, on utilise des IA génératives pour, par exemple, la conception pédagogique des différents modules, la correction des travaux des apprenants. Ça, c'est déjà nous. Et en plus, ça donne un exemple de l'utilisation de l'IA dans le travail. Exactement. Mais aussi, on a inclus dans nos formations des modules d'utilisation d'IA. C'est vrai qu'il faut s'adapter. Ce n'est pas encore parfait ce que l'on fait, parce que ça reste aussi un secteur qui est fortement en mouvement. Exactement. N'est-ce pas? Très changeant. C'est très changeant. Les capacités de ChatGPT l'année passée ne sont plus les mêmes. Et donc, finalement, comment est-ce qu'on s'adapte? Comment est-ce qu'on prépare les gens à un futur lorsque ce futur-là devient obsolète avant très rapidement, fini la formation. Et c'est là que l'esprit critique exact. devient important. Mais pour avoir cet esprit critique-là, il faut quand même avoir une compétence et des connaissances de base. Et ça, exactement. Et c'est là, c'est vrai que c'est en pleine réflexion pour nous en tant qu'institution de formation, de comment est-ce que on va naviguer cette vague, au fait, pour ne pas devenir obsolète et pour ne pas pour accompagner au mieux nos apprenants. Mais quand je vois tout ça, ça m'amène quand même à un sujet que moi je trouve encore très intéressant, c'est la loi du numérique. Récemment, la loi du numérique a été adoptée, ou comment je dirais, elle a été adoptée. C'était en 2022, si je ne me trompe pas. Je pense bien. Quelque chose comme ça. Est-ce que tu penses que ce cadre, est-ce qu'il il te paraît suffisant pour préparer la RDC à une économie numérique? Je pense que le cadre, à travers cette loi, il est suffisant. Je pense que le code du numérique, tel qu'il a été adopté, je pense que ça va être en 2023.
il touche à plusieurs choses, à l'e-commerce, à la Mm, cybersécurité, mm, notamment via la création d'une agence qui a dans son portefeuille la cybersécurité, mm, la signature électronique et ainsi de suite. Bon, mm, je ne suis pas très familier avec le contenu exact, mm, mais j'ai l'impression que c'est un code qui a quelque part défini euh, de bonnes bases, en fait, sur lesquelles on peut construire, en fait, disons, un environnement mm, légal et juridique mm. structuré par rapport au numérique. Donc c'est une avancée j'ai l'impression que c'est une avancée dans la bonne Bonne direction. direction. Euh, mais maintenant, avec les changements qu'il y a suite à l'intelligence artificielle, Mm. est-ce que ce code-là euh, a pensé à À cela? cet Mais aspect-là. maintenant aussi, on en revient à la question de savoir est-ce qu'il faudrait que réellement que nos lois puissent encadrer ces secteurs-là, en Mm. fait. Parce qu'on peut aussi arriver à la question de savoir, on peut se poser la question de se dire, est-ce que finalement, lorsque l'on encadre trop tôt quelque chose, ça ne Ne le limite pas un limite peu. pas Ouais, ouais, finalement ouais, dans son expansion. l'innovation, l'expansion Je suis d'accord. de la chose, au Mm, fait. mm, Moi, je suis un partisan du fait de moins réguler euh, le plus possible, le moins possible mm, plutôt, et de structurer le moins possible, mais plutôt de mettre en place des politiques qui vont accompagner l'essor mm, de ces différents sujets. Donc, mm, il ne suffit mm, pas juste de mettre des lois mm, qui vont quelque part cadrer les limites des choses, mm, mais il faut plutôt, j'ai l'impression que c'est plus intéressant de pouvoir pousser dans le sens de pouvoir développer ces sujets-là mm, via des incitations mm, fiscales, via des accompagnements des institutions publiques, pouvoir développer ces secteurs-là. mm. Et je pense que c'est seulement quand on aura atteint une certaine masse critique que l'on pourra se dire oui, On va. on va réguler. Sinon, on va Exactement. tomber dans le cas de ce qui se fait en Europe un peu où j'ai l'impression, en tout cas certains analystes, hein, Ouais. c'est pas mon avis, Mm. bon, certains analystes disent que aujourd'hui l'Europe se retrouve tellement dépassée qu'elle préfère réguler, mettre des amendes Mm. aux différents GAFAM pour un peu réduire la Et vitesse redire- d'innovation de Exactement. ces GAFAM-là, quoi. Mais c'est ce qui part déjà. Et donc, Mm, c'est ça. Je pense que le code du numérique, c'est une bonne chose, mais il ne faudrait pas non plus que ce soit un élément mm, qui réduise l'innovation mm, dans ce secteur-là. mm. Euh, mais aussi, au-delà, sur la, au-delà de ça, on a toujours aussi la problématique de l'application Bien sûr, de, des lois dans le pays. des lois, en fait. Et oui, Des le code du restrictions. numérique apporte de bonnes innovations, mais finalement, est-ce qu'elles sont mises en place? Mm, Et aussi, la deuxième question, c'est est-ce qu'il faudrait attendre la mise en place de ces innovations-là pour avancer, pour pour avancer. innover? Mm, C'est vrai qu'il y a certaines innovations très importantes. Par exemple, tout ce qui est identité en ligne, et ainsi de suite, qui mm, dépendent d'autres choses de façon beaucoup plus générale sur le Congo. mm, Mais est-ce qu'on doit attendre que le politique vienne mettre en place un cadre pour que l'on puisse se lancer dans quelque chose? Moi, je mm. suis de ceux qui pensent qu'il faudrait juste se lancer Ouais. et puis voir ce qui arrive, Mm. quoi. Mais dans ta position, parce que Mhm, je pense que aussi dans ta position, et quand je parle de ta position, je vois en tant que toi, je vois tes cofondateurs de la KDA mhm, et d'autres acteurs. Je veux le dire sans peur de me faire contredire, que vous êtes quand même des pionniers mhm, du secteur du numérique dans le pays. Donc, dans ta position, je voulais que tu me dises qu'est-ce que tu penses que l'État devrait réellement faire mhm. pour créer cette pulsion, pour créer cette éclosion de l'écosystème digital dans le pays. Qu'est-ce que l'État devrait faire de façon pratique? De façon globale, je dirais, c'est déjà mettre en place
une vision et de pouvoir exécuter cette vision-là en y mettant les moyens qu'il faut. Et ça doit être une vision qui est globale, qui touche à tous les secteurs, parce que comme on l'a dit plus tôt, le numérique est quelque chose qui touche tous les secteurs. Euh, Après, quand on regarde un peu, quand on fait le bilan de ce qui s'est fait ces dernières années, on est allé dans la bonne direction. Tu as parlé du code du numérique tout à l'heure. En 2023, avant ça, on a eu le plan national du numérique Oui. qui a été mis en place par, par la mandature actuelle, chose qui n'existait pas avant. Donc, je pense qu'on peut, euh, ils ont félicité l'État congolais d'avoir mis le numérique sur l'agenda de ses politiques, de son action, chose qui ne se faisait pas avant. Ouais. Et on a vu les effets positifs que cela a pu avoir. Bien que, encore une fois, quand on les compare peut-être à l'ambition qui était annoncée ou à ce qui se fait ailleurs, on est encore en deçà de ce qui pourrait se faire et ce qui devrait se faire, mais c'est dans la bonne direction. Je pense qu'il y a le besoin aujourd'hui de pouvoir, après, je pense, combien, 5 ans de plan national du numérique, en tout cas c'était Horizon 2025, OK. donc on finit cette année, en Oui. gros, le plan national du numérique qui définissait la stratégie nationale du numérique Pour les 5 de la années. RDC en parlant des usages applicatifs, donc des applications, de la législation, des infrastructures. Je pense qu'il y a encore un autre pilier que je n'arrive pas à citer là maintenant. On voit qu'il y a eu des Des choses qui se avancées. sont faites. On a parlé du code du numérique. On a eu pendant 2 3 ans le ministère du numérique pour la première fois de la RDC. On a eu un conseiller du numérique qui a même poussé euh, tout ce qui est numérique en RDC. On a quelques data centers qui se sont Qui sont créés. créés également. Mais maintenant, à l'échelle de la RDC, ça reste une goutte d'eau, j'ai l'impression. Mais on voit qu'il y a des choses qui se font. Il y a des innovations qui se font dans l'éducation. Je pense que récemment, on a j'ai vu, je pense, ça doit être l'ESU, le ministère de l'Éducation supérieure, Oui. qui a mis en place, en tout cas qui a reconnu de façon officielle l'éducation à distance. OK. Euh, j'ai lu récemment aussi que, par exemple, euh, dans la correction des items des examens Ouais. d'État, ils utilisent maintenant l'intelligence artificielle. Mm. Donc il y a des choses qui se font, mais je pense qu'il faut aussi, On en accélère. fait, il faut les nuancer par rapport à Mm. ce qu'il y avait avant. Mm. Donc c'est un pas plus que positif, Mm. mais il faut aussi les comparer à la taille de notre pays, à la taille de nos ambitions. Et ça reste encore insuffisant et donc il faudrait Mm. plus de moyens, plus d'impulsion. Il faudrait renouveler cette vision, excusez-moi, Mm. cette vision par rapport aux changements qui se sont faits Mm. et qui continuent à s'opérer Mm. dans le digital. Mm. Donc là, je vois que tu parles plus de la gouvernance, Mhm. peut-être aussi des infrastructures, parce que tu as parlé de data center. Qu'en est-il de la fiscalité ou des financements? Est-ce que c'est des choses aussi qu'on pourrait regarder ou c'est peut-être trop tôt? Je pense il faut regarder ça parce que quand on parle de fiscalité, moi, tout ce que je peux dire sur la fiscalité, c'est que par exemple, lorsque l'on veut inciter un secteur à se développer, Mm. on met en place des comment est-ce qu'on appelle ça? Des incitations fiscales Oui, où oui, oui, on exactement. défiscalise Mm. un secteur Bien pour sûr. pouvoir le pousser. Et donc, est-ce que aujourd'hui l'action du gouvernement dans tout ce qui est numérique inclut cet aspect-là. Et si on y a pensé, est-ce qu'on a une application Mm. de cela? Ouais. Je ne pense pas.
et aussi les investissements. J'ai l'impression que on a chaque année un peu plus d'investissements, mais l'investisseur vient dans un pays, s'investit dans un secteur lorsqu'il y a une certaine stabilité aussi. C'est sûr. Et chose qui, malheureusement, avec ce qui se passe récemment dans notre pays, peut-être découragerait certaines Mhm. personnes à vouloir euh, investir dans la RDC, alors que c'est un pays qui a une potentialité énorme. 100 millions d'habitants Mm. dans un en RDC, Mm. ce n'est pas rien, quoi. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup de monde, Mm. mais les gens peuvent hésiter peut-être à investir en RDC à Mm. cause peut-être de l'instabilité Exactement. qui peut y avoir. Mais la RDC reste un pays qui intéresse beaucoup de personnes. Et ça, si je dois donner une anecdote, là, je suis sur un programme Mm. euh, avec l'université de Stanford, Oui. euh, qui a pour objectif de pouvoir accompagner les entrepreneurs à trouver de la croissance au fait dans leurs activités. Mm. Et donc là, nous sommes une cohorte de 100 personnes qui vont être accompagnées par cette université à faire ce que j'ai dit là, Mm. à trouver une croissance, à augmenter la croissance. Mm. Et à chaque fois que je pars de la RDC, euh, mes collègues africains qui sont dans ce programme-là, ils sont hyper intéressés à venir À en venir. RDC. Mm. S'ils connaissent la taille du Congo, Congo, la démographie. lorsque on parle simplement de Kinshasa et de ses 20 millions d'habitants, ils disent, mais c'est incroyable, ça, c'est Ouais. la population de mon pays. Ouais. Et donc, moi, je veux venir Ouais. au Congo. Mais après, donc l'intérêt est là. Mais quand on rentre un peu quand on essaie de rentrer dans la pratique, parfois il y a euh, ce, cette hésitation, en Mm. fait. Donc, ouais. Mais quand toi, tu parles avec eux, parce que moi, je suis quand même. Alors, quand toi, tu parles avec eux, parce que je suis quand même intéressé à savoir comment est-ce que nous, on vend aussi le pays, parce que Mhm. moi, je me dis, on est tous ambassadeurs de notre Absolument, pays. c'est ça. Qu'est-ce que tu leur dis qui Mhm. puisse les inciter? Ben, on connaît la réalité, il y a cette instabilité, mais qu'est-ce que tu leur dis? Et qu'est-ce que tu leur dirais s'il y a, il y a d'autres qui nous écoutent et qui nous suivent maintenant? Mhm. Qu'est-ce que tu dirais à un potentiel investisseur ou un homme d'affaires qui voudrait faire du business en RDC malgré les défis et tout ce qu'il y a comme problème? Écoute, je pense que tu as parlé des défis et des problèmes, et ça fait déjà les problèmes et les défis, ce sont des opportunités. Donc, en tant que bon Exactement. entrepreneur, en tant que bon investisseur, tu sais que il y a quelque chose à aller chercher. Et je pense que toute personne qui s'intéresse à la RDC voit déjà ses ressources. Et quand on parle ressources, on ne voit pas que les ressources minières qu'on a l'habitude de Mm, pouvoir mettre en avant, mais on parle de la démographie, bien sûr. on parle de la population, on parle finalement de tous ces problèmes qui sont des opportunités pour Opportunité en même temps. pouvoir apporter une solution que l'on peut commercialiser soit au public, soit à un gouvernement, soit à des institutions privées. Mm, Et donc là, c'est déjà une c'est opportunité qui sûr. devrait inciter les gens à investir. Finalement, d'abord, nous, Congolais, à investir dans Mm, notre pays et pas seulement à demander aux autres de venir de venir. investir dans notre pays. Donc Mm, finalement, c'est ça d'abord. C'est que nous, en tant que Congolais, on devrait investir dans notre pays. Et je pense que le fait que quand je parle avec mes collègues de Stanford, du pays, le fait qu'ils trouvent intéressant de venir en RDC, c'est parce aussi ils me voient, moi, ayant investi, exactement. continuant à investir dans Dans le ce même pays. pays. Donc, quelque part, chacun, en tant que Congolais, nous Mm, sommes des ambassadeurs de notre pays. Si on mm, veut euh, inciter les autres en dehors du pays à venir investir dans notre pays, mais surtout d'abord à inciter nous-mêmes en tant que nous-mêmes, en tant que Congolais Congolais. à investir. Et donc là, on est chacun des exemples, au fait, Mm, nous sommes chacun des exemples pour nos compatriotes, mm, pour y arriver. c'est sûr. Un sujet qui est souvent oublié, Mhm, la cybersécurité. mhm.
Est-ce que selon toi, la RDC est préparée au risque de la cybercriminalité? Écoute, de façon générale, je ne pense pas que non et ça, avec, Mmh, et surtout, ça devient une urgence, au fait, avec, le développement des IA génératives. mmh. Aujourd'hui, avec les deepfakes, avec ChatGPT et ainsi de suite, on peut générer tout et attribuer tout à À n'importe n'importe qui. qui. Et Voilà. donc là, il est important, déjà à un niveau individuel, de pouvoir éduquer, former des gens à être safe en ligne, en fait, Mmh, n'est-ce pas? À un niveau beaucoup plus global, je disais que le code du numérique a mis en place la création de l'agence d'une agence qui a la cybersécurité dans son portefeuille. mmh. Mais là encore, je pense pas que cette agence-là a commencé à exercer en fait ses activités. Mmh, Donc, je pense qu'il faut que tout le monde, à chaque niveau, puisse se préparer et se former et que l'État puisse comprendre en fait les enjeux de la de cyber mmh, sécurité et de ce que ça peut avoir comme impact négatif sur notre environnement, mmh. quoi. Alors pour conclure, si tu devais donner un seul conseil à un jeune Congolais aujourd'hui, qui hésite encore à se lancer dans le digital, tu vois? Qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, déjà, je dirais que je dirais à ce jeune Congolais qu'il est capable, qu'il devrait juste se lancer, en fait. Il faut arrêter de trop réfléchir. Mmh, Aujourd'hui, avec, la démocratisation de l'internet, nous avons vraiment à portée de main, la connaissance, qui est là, qui est accessible, qui est disponible, il faut juste, faire des recherches et on a des éléments qui peuvent nous permettre d'être formés, de monter en compétences et sur ces sujets-là. mmh, Et je dirais aussi à cette personne-là de ne pas, de savoir qu'elle est totalement capable, que, ce qu'elle peut faire n'a rien à envier à ce qui peut se faire, un peu plus au nord. mmh, Et là, moi, j'aime bien donner finalement l'exemple de ce que, moi je vis, au sein de KDA Academy et des KDA Software. mmh, C'est qu'on a de par nos formations accompagné, des jeunes qui ont appris le métier de développeur ou de spécialiste en marketing digital dans notre académie, pendant 9 mois et qui, ensuite, sont, allés travailler pour d'abord des organisations, locales ici, mmh. mais qui, de par notre agence, ont eu à travailler sur des solutions pour, des organismes, qui sont basés, en Belgique, en France, en Suisse et qui arrivent à produire des, heu, des, heu, des logiciels ou des Mmh. campagnes digitales qui n'ont rien à envier à ce que ferait un jeune qui a évolué, dans ces Dans ce milieux-là, en pays. fait. Donc Mmh. ici, en fait, déjà, il faut partir avec, le postulat que l'on est capable, qu'il faut juste maintenant oser, et qu'il faut oser, il faut Mmh. y aller et on est tout à fait capable d'y arriver. Mais pour ça, il faut se former, quoi. Bien sûr. La 1re richesse du pays, c'est son capital humain. C'est cette jeunesse qui est dynamique, qui ne demande qu'à ce qu'on puisse lui donner les opportunités, les outils, qu'elle puisse se prendre en En charge charge, et oui. qu'elle puisse, développer le pays. Mmh. Et pour ça, il faut s'armer. S'armer de quoi? Il faut s'armer de savoir, il faut s'armer de compétences Exactement. et c'est ça que je demanderais Mmh. et c'est ça que je demanderais à n'importe quel jeune et ça serait ça ma recommandation. S'armer de savoir, de compétences et oser. Et à un décideur Mmh. ou à un opérateur économique qui Mmh pense qu'investir massivement dans le numérique, c'est très tôt, qu'est-ce que mh. tu lui dirais également? Bah, je dis qu'il faut oser parce que, le plus tôt on se lance dans un secteur et le mieux c'est parce qu'on arrive à s'ancrer Mmh. dans cet environnement-là.
Et donc, ce sont les pionniers d'un environnement, ceux qui ont eu à voir ce que les autres n'ont pas vu Mm, très tôt, mm, qui ont finalement eu les premiers à bénéficier des retombées au fait d'un secteur. Donc mm, là, je vois par exemple les investisseurs locaux qui doivent en fait se lancer. mm. Il y a quelques années, lorsque l'on a lancé notre agence, notre académie, le digital n'était que à ses débuts en RDC. Euh, Aujourd'hui, les choses ont avancé dans la bonne direction, mais les choses restent très... en termes de scale, ça reste très petit, mais les choses avancent. J'ai l'impression que il faut se positionner maintenant pour Ouais, être sûr de pouvoir récolter les effets positifs de ce secteur vu qu'il continue à accroître, au exactement. fait. Et pour nos dirigeants, c'est de pouvoir mettre en place des politiques, des stratégies qui regardent vraiment toute la société dans son ensemble, toute l'économie dans son ensemble, de pouvoir se projeter sur, pas sur 5 ans, mais sur des générations, pour se dire que dans 20 ans, 30 ans, on pense que ça sera ça, et aujourd'hui, on commence à mettre en place les stratégies, les politiques, on commence à planter la graine qui va faire que dans 20 ans, dans 30 ans, le Congo aura peut-être réduit le gap qui L'écart. existe aujourd'hui lorsque l'on compare aux autres, on le compare aux autres pays, quoi. C'est lundi. Merci beaucoup, Jean-Louis. Ça a été très instructif et j'espère qu'on va vraiment prendre l'élan et que la RDC va être un des pays compétiteurs sur le plan international dans le numérique. Donc, merci pour le travail que tu fais Merci à toi, et Bani. merci pour les insights. Et j'espère que vous allez rester scotché sur Banitox parce que c'est pour ça qu'on existe. C'est pour vous montrer ce que vous ne connaissez pas et ce que peut-être que vous connaissez, mais que pour lesquels vous n'avez peut-être pas beaucoup d'insights. Et l'idée pour nous, c'est d'avoir toujours des personnes qui ont ces idées, qui ont essayé, qui ont échoué, mais aussi qui ont réussi, pour vous partager un peu leurs expériences, pour que vous aussi, vous vous lanciez. Alors, restez scotché sur Banitox, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Merci. Le la la, oh la la, le la la.